Alors, devenir citoyen et citoyenne francophile du web, donc comment peut-on maximiser les opportunités d'interaction sociale en ligne de nos apprenants de FLS français langue seconde, français langue étrangère en ce qui vous concerne. Voici mon adresse courriel, vous allez trouver mon nom si vous le tapez, et puis sur Twitter, NJAmel20. Vous êtes bienvenus. C'était le résumé, on ne va pas y revenir, vous l'avez déjà lu. Alors, on constate aujourd'hui qu'avec ces outils numériques ont émergé vraiment des pratiques, en fait, je les avais appelées littératiques, mais ce sont des pratiques, entre guillemets, littéraires ou de littératie qui vraiment se déploient dans de nouvelles pratiques sociales. Donc, on voit émerger de nouvelles façons de travailler dans des emplois nouveaux ou transformés, celui d'enseignant de langue n'y faisant pas exception, des façons de participer dans l'espace public comme citoyen, justement, et de nouvelles formes d'identité qui se dessinent pour nous en tant que citoyens et pour nous en tant qu'enseignants et pour nos apprenants de français. Donc, l'enseignement des compétences en littératie numérique peut vraiment élargir l'expérience d'apprentissage des apprenants de français et tout autant que leur développement identitaire dans cette langue seconde ou cette langue autre. Donc, si on regarde des définitions de la littératie numérique au niveau macro, on voit que cette littératie est une vaste capacité, n'est-ce pas, à participer à une société qui utilise les technologies de communication numérique dans divers milieux, que ce soit des milieux de travail, des milieux éducatifs, dans les domaines culturels, dans des espaces, n'est-ce pas, civiques, professionnels et personnels. Cette littératie englobe des compétences et des comportements qui sont nécessaires pour permettre des perspectives qui sont viables dans des domaines d'emploi. Donc, une société engagée, c'est une citoyenneté pour permettre une citoyenneté qui est engagée, participative, au sein d'horizons éducatifs plus vastes, n'est-ce pas? Des activités culturelles, civiques qui sont significatives et des relations sociales qui sont éthiques et épanouissantes. Est-ce qu'on peut voir, là, on me demande d'admettre des participants. Il est possible d'enlever cette... je vais le faire. Les gens peuvent entrer maintenant sans sonner la cloche. Je poursuis. Donc, cette définition nous provient d'un organisme qui s'appelle Habilomédia, qui est un organisme canadien qui s'occupe vraiment d'être un phare en éducation sur des questions en lien avec la littératie et la citoyenneté numérique. Au Canada, l'éducation est gérée par les provinces et donc ce site réunit les politiques éducatives en ce qui concerne le développement de la littératie et de la citoyenneté numérique, non pas seulement propre aux langues, mais au travers les matières scolaires. Alors, je vous invite vraiment en tant qu'enseignant, il y a beaucoup de ressources justement pour exploiter ce développement de littératie. Au niveau micro, qu'est-ce que ça veut dire pour l'apprenant, pour l'individu? Eh bien, la littératie numérique est vraiment une capacité d'une personne, d'un apprenant à mobiliser en contexte communicationnel, et j'insiste parce que ces contextes sont des contextes de communication, synchrones ou asynchrones, des ressources et des compétences sémiotiques qui sont modales. Donc, on parle des littératies traditionnelles et multimodales, donc d'une combinaison de modes, n'est-ce pas? Mode langue écrite, langue orale, visuelle, sonore, image, cadrage, etc. Donc, qui sont les plus appropriés à cette situation de communication et aux supports fournis, attendus dans cette situation de communication. Et donc, soit dans la réception du message et ou dans cette production de messages. Et ça, ce sont les collègues Lasselle, Lebrun et Boutin qui travaillent à l'Université du Québec à Montréal et qui ont un groupe qui réfléchit sur ces questions de littératie et je vous invite à aller à la rencontre de leurs travaux. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour
pour l'apprenant de FLS, eh bien, pour l'apprenant de FLS, ça va impliquer d'aller à la rencontre, justement, de nouvelles communautés discursives en ligne, de s'approprier de nouvelles formes et modalités de discours, de devenir des producteurs et des coproducteurs de contenu en ligne. Ça va aussi impliquer pour l'apprenant d'écrire pour de vrai dans des situations qui sont des situations authentiques et de la vie réelle en ligne, et de développer son univers et son identité numérique, son style, sa voix en français langue seconde, en L2, et cela pour prendre sa place sur la toile en tant qu'usager du français langue seconde et du numérique. Et donc, vous pourrez un peu relire ça dans un article que j'ai écrit l'an dernier pour la revue Calico, Calico qui est l'association nord-américaine pour l'enseignement-apprentissage des langues. J'avais fait un keynote et donc je détaille, j'élabore un peu plus sur cette pensée dans cet article. Maintenant, pour les enseignants de langue, de français langue seconde, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique de développer chez nos apprenants une littératie de l'interaction sociale. Donc, sachant que le sens se construit dans cette interaction, se construit dans le lien social. Et c'est fini maintenant d'écrire une dissertation pour son enseignant ou de faire un petit exposé oral devant son enseignant ou ses pairs. On est en réseau, en connectivité, et donc il faut exploiter ce potentiel d'authenticité. Donc, il faut amener nos apprenants à prendre conscience de l'enjeu de cette interaction sociale. Donc, cet enjeu individuel, qu'est-ce que ça implique pour moi, par exemple, d'être présent sur YouTube? Qu'est-ce que ça implique pour moi de participer à un forum de discussion pour les autres et pour la collectivité? Et donc, il faut amener nos apprenants à l'extérieur de la salle de classe et donc dans des espaces de pratique sociale médiatisée. Et donc, pour ce faire, miser sur des multiples affordances des ressources numériques. Par affordance, j'entends des capacités d'une ressource, d'un outil qui se développe en action, donc des possibilités offertes par les ressources numériques, et aussi ce que Guichon et Koné, Nicolas Guichon et son doctorant ont appelé des outils numériques nomades, c'est-à-dire des pratiques individuelles autonomes de nos apprenants. Donc, aller à la découverte de ce qu'ils font déjà, et là où sont les affordances pour l'apprentissage de la langue en milieu, je l'appellerais en milieu naturel. Donc, on pourrait par exemple s'imaginer que les apprenants ont sur leur téléphone une appli qui leur permet, par exemple, d'aller voir la température, le temps qu'il fait. Bien, il est possible de leur suggérer que cette appli soit utilisée en français. Même chose pour des applis pour faire des transactions bancaires, par exemple, etc. Donc, aller à la découverte de ce que font nos apprenants déjà dans leurs usages du numérique et faire une mise en commun et d'aller à la découverte d'affordances possibles pour l'apprentissage de cette langue à travers ces usages en place déjà. Donc, cela veut dire favoriser des apprentissages qui sont formels et plus encadrés, mais aussi des apprentissages qui sont informels en ligne. Pardon, j'ai sauté de ligne et là, j'ai un petit bandeau qui se met juste devant et donc de développer finalement des littératies à travers ces usages et ces occasions de pratique sociale. Je vais juste déplacer ce petit bandeau qui m'empêche de voir mon... Et je vais revenir ici, juste une petite seconde. La ligne est fine aujourd'hui entre le présentiel, le virtuel, le distanciel, synchrone, asynchrone, et donc on parle de plus en plus d'enseignement dans des espaces hybrides. Et par hybridité, on entend donc justement des modalités
d'enseignement. L'enseignement se fait maintenant de plus en plus dans un continuum et c'est important de réfléchir à la fluidité qui doit s'établir donc dans ces apprentissages que l'on fait en présentiel, que l'on fait de manière autonome et nomade et qui se poursuivent souvent en ligne de manière asynchrone sur des plateformes d'apprentissage. Et donc, ça va impliquer pour nous, comme enseignants, de proposer des tâches en ligne qui se situent au sein de divers types de configurations d'interaction sociale. Et donc, je les place un peu sur un continuum, donc de tâches qui sont des tâches que l'on commence au sein de la classe et qui vont se poursuivre jusqu'à devenir des tâches nomades, donc des tâches qui vont apparaître en contexte d'apprentissage informel. Donc, on a au sein d'un projet qui s'appelle e-Lang, donc je vous donnerai les ressources à la fin de ma présentation, on a réfléchi à divers types de tâches donc, qui misent et qui mettent en évidence le travail sur le socio-interactionnel, donc sur la communication avec la co-construction de sens avec autrui et pour autrui. Donc, le premier type de tâche est une tâche sociale que le CECRL appelle aussi des tâches cibles ou des tâches de répétition. Ce sont des tâches qui nous permettent, en gros, de développer une communauté au sein du groupe classe, qui nous permettent de réfléchir sur cette construction identitaire dans la L2 et de partir de soi et des autres autour de soi pour s'en aller à l'extérieur. Donc, ce sont des tâches qui se font à l'intérieur du groupe classe et on pensera par exemple à des forums de discussion à l'intra, dans des plateformes justement de gestion des apprentissages. On pensera à des applis pour applications. Alors, on pensera à des applis comme Flipgrid. Vous pourrez taper ces noms dans l'Internet si vous ne les connaissez pas, vous allez voir tout de suite, et comme Padlet, qui nous permettent finalement de travailler ensemble, de s'exposer. Sur Flipgrid, on peut s'enregistrer, on peut partager ses enregistrements au sein du groupe classe, donner son opinion, se présenter, dire pourquoi on a choisi d'étudier le français, etc. Sur Padlet, on peut faire ensemble une mise en commun de connaissances. Ce sont des murs collaboratifs, ce sont des tableaux blancs collaboratifs que l'on peut construire avec Padlet. On passe ensuite à un autre type de tâche qui est une tâche qu'on appelle de télécollaboration. Cette tâche permet des échanges virtuels en ligne entre groupes classes, donc entre apprenants avec d'autres apprenants à l'extérieur de la classe et donc des jumelages. Et je ne sais pas si vous êtes investi dans ce genre de jumelage. Entre autres, on le fait beaucoup avec nos enseignants en formation initiale, donc pour développer des compétences de tuteur en ligne, parce qu'on parlait tout à l'heure de nouveaux métiers, de nouvelles professions. Celui de tuteur, tutrice en ligne est un métier. Nos étudiants travaillent, par exemple, il y a beaucoup de nos étudiants en anglais langue seconde qui, très tôt le matin, sont tuteurs en ligne d'enfants en Chine ou au Japon qui apprennent l'anglais. Et donc, être tuteur en ligne, ce n'est pas la même chose qu'être enseignant dans une salle de classe en présentiel. Ce n'est pas la même chose qu'être enseignant dans une salle de classe virtuelle où on gère un groupe classe. Et donc, des compétences aussi socio-culturelles à développer entre des apprenants qui communiquent dans leur L2, etc. Donc, beaucoup de travaux sur la télécollaboration. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle des tâches ancrées dans la vie réelle. Donc, c'est un concept qui a été développé dans le cadre didactique du projet e-Lang. Vous pourrez aller lire ce cadre, c'est un petit document. Et donc, ce sont des tâches qui se font à l'extérieur complètement de la salle de classe, au-delà de ce groupe et au sein de médias sociaux, justement, au sein de forums, dans les fanfictions, dans les blogs, dans les wikis, etc.
Et enfin, pour en arriver à ce qu'on appelle un apprentissage informel, où là, on va faire révéler à nos apprenants leurs usages et voir où sont les opportunités ou quels sont déjà les usages. Nos apprenants travaillent peut-être déjà avec Duolingo ou avec d'autres applis, sont peut-être déjà dans des groupes ou consultent des ressources. Et donc, c'est important et intéressant de mettre en commun ces usages. J'ai du mal avec la manipulation de la flèche, donc pour changer de diapositive. Alors, je reviens sur ce concept de tâche ancrée. Donc, la tâche ancrée dans la vie réelle est une tâche qui finalement a un double ancrage. Elle a cet ancrage donc dans la vie réelle, là, sur les médias sociaux, en ligne, et un ancrage dans la situation d'apprentissage puisqu'elle a été choisie par l'enseignant comme étant une tâche à potentiel acquisitionnel de la langue, n'est-ce pas? Et donc, ces caractéristiques au niveau de l'ancrage dans la vie réelle sont des caractéristiques donc qui nous permettent de voir que ces tâches offrent des opportunités d'interaction sociale pour nos enseignants. Donc, ce sont des interactions sociales au-delà du contexte éducatif sur des sites du Web 2.0, on pense à Wikipédia par exemple, qui ont des enjeux sociaux interactionnels réels. Alors, on écrit avec d'autres qui ne sont pas nos compagnons de classe. Il y a des conventions d'écriture. Par écriture, j'entends forme discursive. Ça peut être une écriture multimodale, ça peut être une production orale, n'est-ce pas? Et donc, une authenticité socio-interactionnelle. Donc, on apprend à interagir avec autrui dans des situations de vie réelle. Et on ramène cette expérience, ce processus, n'est-ce pas, de co-construction de sens à l'extérieur de la salle de classe et le produit de cette co-construction dans la salle de classe, qui est un espace protégé, donc qui a lui aussi son enjeu socio-éducatif réel et son authenticité éducative. On fait faire cette tâche pour une raison. On fait, par exemple, développer un article sur Wikipédia, Wikivoyage, Wikimini, peu importe la déclinaison de Wiki, parce que nous intéresse une forme de discours, une forme d'écriture, n'est-ce pas? Donc, l'écriture, le texte informatif, n'est-ce pas? Le texte explicatif, le texte argumentatif. Donc, on a une visée éducative quand on décide de s'embarquer dans de telles tâches avec nos apprenants. Je vais vous donner des exemples. Alors, voici des exemples donc, de tâches sociales en ligne. Alors, de tâches pour développer le savoir, l'être et l'interagir social. En langue seconde, le soi numérique, la construction identitaire et la créativité. Alors, j'ai 3 types de tâches ici que je vais illustrer avec vous. Une de ces tâches-là, on utilise pour cette tâche des cartes conceptuelles. Alors, la carte conceptuelle permet justement aux apprenants de décrire et de montrer quel est leur univers numérique, quels sont les applis qui les entourent au quotidien, dans la vie académique, dans la vie personnelle. Et donc, on dessine avec ces cartes. Une de ces applis s'appelle MindMop, mais si vous tapez carte conceptuelle, vous verrez beaucoup d'applications qui permettent cela. On les utilise aussi de façon plus traditionnelle en enseignement-apprentissage des langues pour développer des champs lexicaux, n'est-ce pas? On part d'une lexie, d'un vocable, et puis on va établir, donc, par exemple, des relations de synonymie, de co-occurrence, d'hyperonymie, d'hyponymie, et donc on va dresser des portraits avec des cartes conceptuelles. Donc, c'est un outil à multiples affordances.
On va utiliser d'autres types d'outils aujourd'hui. Le mapping, donc la géolocalisation, est quelque chose qui fait partie justement de nos univers personnels numériques qui n'utilisent pas une application de géolocalisation, soit en conduisant, soit en marchant dans une ville, soit en sachant où aller, où se trouve, n'est-ce pas? Donc, c'est un aspect multimodal important. Et donc, il y a des applis qui nous permettent de raconter un voyage, de se raconter, de raconter comment nous avons acquis une langue. Et je vous montrerai un exemple de ça. On ne fait plus que bloguer aujourd'hui, on vlog. Donc, quand on vlog, on est par exemple sur YouTube, on a une chaîne YouTube, on est un influenceur et on a des manières de faire et de dire. Et donc, une de ces tâches que je fais régulièrement avec mes apprenants est de les amener à devenir vlogueurs, donc devenir YouTubeurs, YouTubeuses. Et je vais vous montrer un exemple de ça. Il est important, comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente, de développer des communautés de pratique et de partage, et ça commence par la salle de classe, surtout quand cette salle de classe-là est en ligne et virtuelle. Donc, je fais toujours un forum à propos des forums où on va vraiment apprendre comment échanger en ligne, comparer dans un forum comment se passent les discussions, comparer de manière interlangue, en anglais sur des forums de voyage versus en français sur d'autres forums de voyage, par exemple, et on ramène dans notre forum à l'interne nos expériences sur des forums à l'externe. Donc, on fait des réflexions sur des processus, on fait beaucoup de montres et racontes de nos expériences qui se sont produites à travers des tâches à l'extérieur de la salle de classe. Et finalement, une tâche qui est collaborative au sein du groupe classe avec d'autres internautes à l'extérieur était celle pour moi, et je la reprends à chaque année, de développer des articles de villes franco-ontariennes sur Wikivoyage, qui est une des déclinaisons de Wikipédia. Et donc, on apprend là à écrire à la manière wiki, à se confronter à des internautes qui vont faire des changements pour nous, qui vont bonifier ou enlever nos textes, et surtout à mettre en valeur les aspects culturels, les aspects et à aller à la découverte finalement de la culture francophone. Donc, tâche sociale, ma biographie langagière, donc comme je vous l'ai introduit, donc cette tâche est une tâche d'écriture narrative qui permet l'expression des expériences langagières formelles et informelles des apprenants en les géolocalisant. Donc, c'est une nouvelle façon finalement de narrer, de raconter. On travaille le genre narratif, on développe des compétences multimodales et on réfléchit à son parcours bilingue et multilingue. Alors, un des exemples que je vous propose est celui de la biographie langagière d'Isabelle qu'elle a développée avec une appli qui s'appelle StoryMap. Je vais sortir et y aller directement. Donc, voici la biographie langagière. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas ou vous n'entendez pas d'Isabelle. Donc, cette étudiante dans un cours de langue, de français langue seconde, de niveau intermédiaire avancé. Donc, elle fait tout son parcours que vous voyez ici qui va se géolocaliser au fur et à mesure qu'elle raconte qu'elle est née à Montréal, que sa mère est immigrante, son père est canadien de première génération, et elle va, donc, comme vous pouvez voir, raconter en apportant des photos, des titres, des paragraphes et en géolocalisant l'histoire de l'apprentissage du français pour elle et de ses origines linguistiques, soit de famille, soit d'acquisition informelle, par exemple, l'apprentissage de l'espagnol à travers des voyages, etc. Donc, on voit et on peut réfléchir avec les autres et partager son parcours de développement identitaire dans la L2 et la L3 et toutes ces occasions de devenir bilingue et multilingue.
Donc, voilà pour cet exemple. Je ne vais pas trop m'attarder. Vous pourrez aller voir les autres quand je partagerai la diapo. Et donc, quand je partagerai mes diapos avec vous. Donc, un autre type de tâche, cette fois-ci, une tâche véritablement ancrée, donc ce que j'appelle « je suis YouTuber, YouTubeuse ». C'est cette fois une tâche de production d'un vlog, soit une vidéo d'instruction, à la manière d'une YouTubeuse. Je dis YouTubeuse parce qu'il y a beaucoup de filles dans mes classes. Donc, il s'agit maintenant de travailler plutôt le texte d'instruction, le comment faire, n'est-ce pas, et de développer en même temps des compétences non seulement multimodales, mais aussi médiatiques. Parce que quand on est vlogueur, on développe un style, une voix et une façon de présenter et de dire les choses qui n'est pas la même que de lire, par exemple, une recette et que de dire comment se rendre au centre d'achat à quelqu'un. Quand on est YouTuber, quand on est vlogueur, on a typiquement conscience que que plus d'une personne nous écoute, qu'on a une chaîne, qu'on a une communauté autour de nous. Je vous montre un exemple de ça. Alors, on va aller pour... Je vais vous le montrer en petit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lauren et je suis très contente de vous présenter ma première vidéo sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire un costume d'Halloween de dernière minute. C'est fait à la maison et c'est très simple et très mignon. Je me transforme en filtre Snapchat. On va s'arrêter là si vous voulez aller voir la suite et savoir comment développer, comment construire un costume d'Halloween de dernière minute de type filtre Snapchat. Vous irez voir. Donc, voilà, c'est une autre thématique, celle de la tâche ancrée, celle de devenir YouTuber, YouTubeuse, mais dans un objectif, comme vous le voyez bien, qui est un objectif pédagogique, n'est-ce pas? Bon, on va travailler le texte d'instruction, les étapes à fournir quand on fait, donc, par exemple, un café avec une cafetière à piston, quand on fait une recette, quand on se maquille, quand on joue au frisbee, quand on veut apprendre à son chien à s'asseoir. Vous savez, j'ai eu des centaines jusqu'à présent de ces vidéos avec des thématiques multiples qui permettent aussi à nos apprenants, comme ce sont des tâches dont on ne connaît pas la thématique puisqu'on ne l'impose pas, permettent aux apprenants davantage de s'engager dans le contenu, de s'engager dans la construction de sens et de développer une voix, une identité, une personnalité dans la L2. Et l'autre type de tâche dont je vous avais parlé est celui donc de encore une tâche ancrée, donc celui de la rédaction d'articles de villes franco-ontariennes. Donc, il s'agit cette fois de rédiger des informations touristiques sur une ville franco-ontarienne pour les partager sur le site de Wikivoyage, qui est un guide touristique et qui n'est pas, donc, comme Wikipédia, une encyclopédie. Donc, l'écriture est différente. Elle a des conventions différentes. Donc, l'idée est d'informer le voyageur, de lui dire là où il peut aller, ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Et donc, pour les étudiants, il s'agit de co-construire en sous-groupe, n'est-ce pas, ce guide, de participer à la construction de ce guide avec d'autres et de faire découvrir des régions francophones de l'Ontario, de travailler le texte informatif. Je vais aller sur le résultat produit directement. Je pense que là, on n'aura pas de difficulté. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez Wikivoyage. Donc, voici ici réunis sous Est de l'Ontario, n'est-ce pas? Ce ne sont pas mes étudiants qui ont développé cet article, mais c'est à partir de Est de l'Ontario que vous pouvez aller voir. Et là, sur la carte ici, c'est un internaute, ce n'est pas nous, qui a géolocalisé les villes que mes étudiants
non seulement ont développé d'année en année, mais quand on développe de nouvelles villes, la cohorte de l'année suivante les revise. Et donc, ils ont pour but de réviser pour apprendre à faire et de développer ensuite. Et donc, ça a donné les villes de Belleville, de Brockville, de Cornwall, de Cumberland, Hawkesbury, Kingston, Ottawa, Pembroke, Petawawa et Trenton. Je suis très fière de ce travail, n'est-ce pas? Et donc, si par exemple, on se rend à Cumberland, là, vous voyez le travail fait par 2 ou 3 cohortes donc annuelles d'étudiants. Alors, on parle de groupes ici de 3 à 4 étudiants, alors qui ont développé ces articles donc sur Cumberland. Tout ce que vous voyez a été développé ici par les apprenants. Et donc, d'année en année, on ajoute des rubriques. Donc, au départ, 4 rubriques étaient obligatoires, n'est-ce pas? Et donc, la cohorte suivante revise ces rubriques et en ajoute une autre ou 2 autres, ou ajoute finalement des gadgets là, de géolocalisation, ou, etc. Donc, c'est comme ça que ça s'est construit. Et donc, c'est vraiment de la co-construction de sens. Je reviens vers mon diaporama. Et donc, quel est le rôle de l'enseignant finalement au sein de ces tâches sociales, de ces tâches de la vie réelle, de ces tâches ancrées? Alors, en amont de la tâche, l'enseignant, on le voit comme un prospecteur, n'est-ce pas? Comme un curateur de sites, d'applications, de ressources, n'est-ce pas? Donc, qui permettent d'envisager de telles tâches. Donc, il est prospecteur d'affordance numérique et langagière et d'occasion d'interaction sociale. Donc, c'est à l'enseignant d'aller à la rencontre de ces sites, de ces applis, de ces médias sociaux pour voir ce qu'il y a là-dedans et voir ce qu'on peut y faire avec les apprenants de langue. C'est aussi le rôle de l'enseignant d'être utilisateur et testeur. Alors, j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Voyageur du matin accueille celui du soir ». Ça veut donc dire qu'on doit le faire soi-même. À nous de devenir YouTubeurs, Wikipédiens, de participer dans les forums avant de faire à nos étudiants pour mieux aller à la rencontre des conventions d'interaction sociale, de l'écriture, de voir si, de manière sécuritaire et éthique, ce sont des sites que l'on peut utiliser avec la clientèle d'apprenants qui est la nôtre, n'est-ce pas? Et donc, c'est important aussi d'apprendre à gérer soit ces interactions et la multimodalité. L'enseignant devient à la suite de cela le planificateur, le scénariste, c'est lui qui développe le scénario d'apprentissage qui encadre cette tâche en ligne. Donc, il va prévoir une tâche principale et des sous-tâches qui peuvent se focaliser sur des compétences linguistiques ou culturelles en particulier, donc des moments au sein du processus de la tâche, d'accomplissement de la tâche principale et de prévoir aussi une réflexion sur processus et produits attendus. Donc, c'est une anticipation de ce qui va se passer, les rôles de chacun aussi. Durant la tâche, l'enseignant est un accompagnateur, un guide, donc c'est à lui de prévoir des consignes pour l'élaboration de la tâche, des modèles possibles, une modélisation, et d'être là pour motiver, soutenir, je dirais, de manière empathique, n'est-ce pas, les apprenants dans le déroulement, dans leurs expériences finalement d'interaction en ligne. L'enseignant peut être amené à être co-créateur de contenu aux côtés de l'apprenant, entre autres dans des forums de discussion, entre autres sur des plateformes où on peut donner son opinion, où on peut aussi écrire avec. Et finalement, en aval de la tâche, son rôle est celui d'être évaluateur et co-évaluateur puisqu'on va amener l'apprenant à faire son auto-évaluation critique, donc comment est-ce que j'ai appris à collaborer, comment s'est passé mon processus, qu'est-ce que j'ai appris au niveau linguistique, au niveau socio-interactionnel, au niveau culturel, etc. Et donc,
ça m'amène à apporter une définition, en fait, un modèle qu'on est en train de construire au sein du projet e-langue citoyen, qui est la suite de e-langue. Et donc, on voit se dessiner l'apprenant de langue comme étant un usager de la langue et du numérique, et on le considère comme étant un acteur social qui va agir en ligne et hors ligne. J'ai parlé tout à l'heure de la fluidité qui s'installe entre ce qui se passe en ligne et hors ligne, au sein de communautés diverses, n'est-ce pas, qui vont chacune disposer de leurs valeurs, de leurs règles et de leurs normes. Cette action que prendra l'apprenant et nous de langue comme citoyen va être déterminée par la rencontre entre, d'un côté, le contexte, n'est-ce pas, les règles sociales, les valeurs de ces communautés, et d'autre part, les intentions en tant que citoyen, en tant qu'apprenant citoyen, qui agit selon ses propres valeurs, ses attitudes, son éthique, ses prises de conscience, ses compétences, connaissances, sa compréhension du monde, et tout particulièrement des technologies et de leurs usages. Et on est fort comme enseignant pour faire réfléchir à ces valeurs-là et pour développer ces valeurs-là. Et donc, dans l'idéal, cette action va être une action compétente, responsable, éthique, créative, informée et sûre de la part de l'apprenant au sein de ses tâches sociales et ses tâches ancrées dans la vie réelle ou dans ses apprentissages informels à travers des applis nomades. Et donc, on a fait une analyse documentaire du concept de citoyenneté numérique qui, en vue de l'installer dans le contexte de l'enseignement-apprentissage des langues, et ça va apparaître dans le numéro spécial de la revue L'Idylle, probablement au printemps qui vient. Et donc, en terminant les ressources du projet e-langue, ce projet qui a amené Catherine Caz qui présentera cet après-midi et qui travaille avec moi, et d'autres, dont Christian Olivier, Catherine Janot, au sein du projet. Donc, il y a ici un lien vers le document cadre dans lequel on présente cette approche socio-interactionnelle et ce continuum de tâches et ce concept de tâches ancrées. Et nous avons aussi développé des ressources en ligne sur un site Moodle qui présente donc à l'enseignant et pour vous des exemples de ces tâches, des ressources technologiques, des ressources numériques qui se focalisent autant sur ces types de tâches que sur des compétences plus ciblées. Donc, la compétence de compréhension orale, d'expression orale, compréhension écrite, expression écrite, interculturelle, ensuite compétences phonologiques, grammaticales, lexicales. Donc, vous verrez là des rappels de ce qu'impliquent ces compétences et des exemples de tâches numériques qui exploitent ces compétences. Le site est bilingue, anglais et français. On a aussi donné plusieurs ateliers de formation pour les enseignants en présentiel et à distance au sein de webinaires. Et le projet e-langue citoyen est un projet qui vient de démarrer pour lequel on réfléchit au modèle de l'apprenant usager des langues et du numérique au sein d'un cadre didactique sur la citoyenneté numérique. Et on va développer encore une fois aussi à votre intention toute une série de fiches, pédagogiques avec un S. Je vais le mettre maintenant. Donc, je vous remercie. Marie-Josée, merci beaucoup pour cette belle présentation, très enrichissante. J'ai vu les commentaires sur le chat et je pense que non seulement tu as pu donner un cadre théorique à partir duquel on peut réfléchir à ce type d'enseignement, mais tu as également donné beaucoup d'idées et je sais qu'il y a des gens qui vont s'en servir. On va ouvrir maintenant à une période de questions. Moi, je vous suggère, donc, la personne qui veut prendre la parole peut mettre sa caméra si possible et allumer le micro. Et si vous voulez parler et qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens, vous commencez à mettre
sur les chats vos noms et j'organise la prise de parole. D'accord? Des questions, des commentaires, je ne mords pas. Est-ce que les gens veulent simplement lever la main, Eliane, peut-être? Peut-être, si vous voulez, vous levez la main aussi. Si vous voulez lever la main. Manière de, voilà, on peut aussi juste lever la main. Moi, je vais commencer par une question en attendant que les gens réfléchissent, d'accord? Alors, moi, j'allais te demander, alors, on a beaucoup de recherches, ça fait beaucoup de temps, sur les outils numériques, pour l'enseignement apprentissage en général et pour l'enseignement apprentissage des langues, plein de choses publiées, etc. Mais c'est sûr que cette année, parce que même ceux qui travaillaient avec les technologies, peut-être qu'ils ne donnaient pas de cours entièrement en ligne, tout le temps, comme c'est le cas maintenant. Donc, moi, j'allais te poser cette question. Est-ce que tu as vu, par rapport à tout ce que tu faisais et que tu connaissais au niveau théorique, est-ce que tu as vu des changements? Voilà, ça, c'est pas vraiment, je m'adresse à toi, mais aussi à toi en tant que prof. Voilà. Très pertinent ce que tu dis. D'abord, pour moi, ça a été, je n'avais jamais enseigné entièrement en ligne. Il n'y avait pas eu de raison. Il faut qu'il y ait des raisons. Hein? On ne va pas inventer. Je me souviens quand j'avais proposé à mon doyen de mettre en place des cours en modalité hybride, il y a de ça presque 10 ans, il avait répondu pourquoi pas complètement à distance? Mais j'ai dit, la clientèle est déjà sur le campus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les étudiants, on va leur donner le temps de faire et de mieux faire dans une partie de leur apprentissage. Et finalement, ça a fait boule de neige. Le campus de l'Université d'Ottawa au complet est dans l'hybride maintenant. Et là, tout à coup, on est précipité dans l'enseignement des langues de manière entièrement virtuelle et en ligne. Et ça a créé beaucoup d'anxiété, je pense au départ. Et puis, ça a forcé vraiment la mise en commun d'expertise et d'expérience. Donc, il s'est créé tout au long de l'été, depuis le mois de mars, des formations. Les gens se sont portés volontaires pour partager non seulement leurs connaissances, leurs compétences, mais aussi leurs expériences. Comment ça se passe pour moi? Si ça se passe mal et ça se passe bien, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc, on a vu un mouvement de solidarité, je trouve, très fort chez les enseignants qui n'ont pas eu le choix finalement d'aller à la guerre ensemble et puis de se dire, bon, ben on va serrer les coudes. Et j'ai personnellement vraiment appris, on a été en formation professionnelle, en développement professionnel, n'est-ce pas, accéléré. Et je pense que la recherche maintenant va s'intéresser beaucoup à la situation frontale d'apprentissage. Comme vous voyez là, on est dans des tuiles, à la spontanéité des interactions, quand on passe au socio-interactionnel, parce que là, c'est toujours l'enseignant qui crée des sous-groupes de discussion, on ne s'interrompt pas, il n'y a plus de chaos, la salle de classe est chaotique, c'est important en langue que la salle de classe soit chaotique, là, il n'y a plus de chaos, il y a du silence, il y a des gens qu'on ne voit pas parce qu'ils ne mettent pas leurs vidéos, et donc il y a des couches, et il y a des façons de faire qui ne sont plus les mêmes. Et je pense que pour la recherche, c'est très intéressant, et pour la pédagogie aussi. La pédagogie de prise de parole, justement, comment créer la spontanéité, beaucoup de questions, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour ta réponse, parce que voilà, ce sont les questions que je ne sais pas si c'est une réponse, parce que c'est encore tôt pour moi, tu sais. Voilà, c'est ton commentaire, voilà, non, c'est ça. Mais racontez un peu comment tu vois les choses, parce que moi, je pense aussi que les recherches dorénavant sur les technologies pour l'enseignement des langues vont aller voir des choses qu'on n'avait pas vues avant, parce qu'on n'a pas eu cette nécessité.
Oui, Moi, comme oui. je travaille justement sur l'interaction, ça m'intéresse beaucoup de réfléchir au changement de l'interaction en salle de classe dans ces modèles-là. Et toi, tu as évoqué les choses que je vois, les Oui, tuiles, les silences, voilà, les micros. Est-ce qu'on est attentif pour voir quel micro va s'ouvrir? On ne parle pas en même temps. Voilà, ça, c'est une tout à chose déjà fait. complètement Le différente. chant, le hors-champ, il y a Nicolas Guichon qui a travaillé beaucoup sur ça un peu plus récemment, je dirais. Mais donc, c'est ça, au niveau de l'analyse des interactions, ça devient intéressant. Cela dit, ce sont les moments d'enseignement-apprentissage en chorus, donc en chœur, mais beaucoup de ces apprentissages, et je pense qu'il faut apprendre à développer des apprentissages asynchrones aussi. Donc, il faut apprendre à ne pas vouloir forcer le face-à-face distanciel absolument. Puisque, comme je vous l'ai montré, dans certaines tâches, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en asynchrone, en autonomie, et je pense que l'enseignant n'a pas besoin d'être dans notre face tout le temps pour continuer et pour s'investir dans des apprentissages en ligne. Et si c'est une chose sur laquelle j'insiste, c'est bien cette fluidité, ce continuum entre le synchrone et l'asynchrone pour éviter cette Zoom fatigue, cette fatigue justement du du face-à-face, pardon, distanciel. Oui, merci. Alors, Sofiane, je vois que vous avez écrit. Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole pour Oui, bonjour, merci pour Bonjour Sofiane. l'intervention. Je pensais en relation aux activités asynchrones. C'est vrai que pour éviter la Zoom fatigue, comme vous avez dit, c'est vrai qu'on ressent la nécessité de pouvoir créer ces activités, mais c'est plutôt une remarque, c'est pas vraiment une question que je me pose, mais c'est difficile en fait peut-être dans un premier temps de rendre les étudiants autonomes sur certaines tâches pour que les activités asynchrones se fassent bien. Parce que je réalise que dans ma tête, ça paraît assez simple quand je la propose et je me dis qu'elle peut être assez facilement menée. Mais au moment où je les laisse en autonomie, eh ben, il y a toujours des petits couacs, etc. Alors, je me demande dans quelle mesure on prépare progressivement nos étudiants au travail asynchrone. Et principalement, dans mon cas, c'est plus parce que c'est des adolescents aussi. Donc, je pense que ça change beaucoup si on a des adultes ou si on a des adolescents, peut-être des plus jeunes enfants. J'imagine même pas ça doit être encore plus difficile. Donc voilà, c'était plus une remarque par rapport à ça. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, Sofiane. Et c'est très important pour ça de développer cette communauté au sein du groupe classe, n'est-ce pas? Et puis moi, dès le premier cours, d'abord, on se présente aux autres au sein d'un forum ou d'un Flipgrid, mais dès le premier cours, je mets mes étudiants en équipe. Je forme des sous-groupes et ces étudiants vont rester dans ces sous-groupes de 4-5 personnes jusqu'à la fin du cours pour s'assurer qu'au moment où il y a des tâches en ligne, il y a un petit groupe donc de référence et on a des comptes à rendre face à ce groupe-là. Et donc, toute tâche qu'on va aller faire, on va la rapporter, on va la construire et responsabiliser les étudiants en leur donnant des rôles. Cette semaine, c'est toi, dans le forum de discussion, c'est toi qui es co-animateur avec moi. J'invite beaucoup les étudiants à venir avec moi participer à l'expérience d'enseignement, donc à sauter de l'autre côté de la clôture. Donc, je nomme, je donne des rôles et puis pour que l'apprenant sache quoi faire et puis qu'il ait des comptes à rendre face à ses pairs. Et je pense que tant et aussi longtemps qu'il a ça à faire, il va décrocher plus difficilement s'il a des comptes à rendre à ses pairs que s'il a des comptes à rendre à son enseignant. C'est vrai, oui. Et en termes d'activités asynchrones, du coup, vous proposez aussi des activités de groupe asynchrones? Parce que j'ai tendance à proposer des activités en autonomie et seul, en fait. Donc, c'est peut-être, je sais pas. Bien, le forum de discussion est souvent l'endroit du montre et raconte. C'est que si, think, pair, share. Donc, si la tâche était d'aller développer sa biographie langagière sur MindMap, sur StoryMap, eh bien,
c'est pas que ça l'activité, c'est de ramener le lien dans le forum et par exemple de dire ce qui est marquant ou bien de mettre toutes ces biographies langagières dans un fichier sur Google Drive, de dire aux étudiants d'aller à la rencontre et de, dans le forum, revenir sur les bios de deux pairs. Donc, une activité individuelle que je ramène dans le forum de discussion, toujours, sur laquelle je commente et j'insiste pour aller commenter sur celle des pairs. L'activité YouTube, par exemple, est une très, très belle activité. Je fais voter, donc de manière anonyme, on vote sur ces vidéos que l'on préfère. On va dire dans le forum pourquoi, et donc c'est là qu'il se crée la communauté. Super, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'Émilie a une question et après Héloïse aussi. Donc, d'abord Émilie. Ok, merci beaucoup pour la conférence. Alors, j'ai une petite question d'ordre plutôt pratique. Comment vous faites avec, par exemple, quand vous donnez une tâche pour les étudiants et si il y a des soucis ou des problèmes qu'ils ne connaissent pas encore l'outil qu'ils vont utiliser, par exemple, créer un map, etc. Peut-être que ce sont des jeunes étudiants et que ça peut être pour eux c'est facile. Mais comment vous abordez, par exemple, cette littératie numérique, utiliser les outils, etc. Est-ce que c'est une entraide mutuelle entre les groupes ou est-ce qu'il y a une préparation au départ? Je fais de moins en moins de démonstrations d'outils. D'une part, l'effet démo, on se casse toujours la gueule, et d'autre part, les outils aujourd'hui sont intuitifs. Nos étudiants sont très débrouillards. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser. Donc, s'il y a une biographie langagière à faire, ben, je vais montrer la mienne. Je vais l'avoir fait. Il faut faire le processus parce qu'on va voir les écueils. Et si on ne le fait pas, on rate l'affaire. On n'est pas des bons citoyens soi-même. Et donc, c'est ma manière de faire. Une autre façon de faire, c'est que d'année en année ou de semestre en semestre, quand je refais des activités, j'ai des modèles d'étudiants des années précédentes qui sont très inspirants. Donc, en fait, c'est vraiment par la modélisation. Et j'essaie, parce que j'imagine que plusieurs d'entre vous enseignez peut-être à des niveaux primaires et secondaires, j'essaie de choisir des sites qui sont sans inscription ou dont le partage peut se faire en privé ou, par exemple, YouTube est une activité où je donne le choix de poster ou non cette vidéo. On peut être YouTuber sans être sur YouTube. On peut aller sur Vimeo, par exemple, ou ailleurs. Et donc, on peut aussi soumettre son fichier MP4 dans un document sur Google Drive. Donc, il y a toujours des alternatives. Et pourquoi je les crée? Bon, pour des questions d'éthique, de responsabilité, de visibilité. Et puis, il y a des thèmes qui sont plus gênants que d'autres. Et dans mes thèmes, je choisis souvent voyage, cuisine, culture, pour ne pas qu'il y ait de gêne si on doit aller s'impliquer sur des sites avec d'autres internautes qui ne sont pas seulement des internautes de notre classe. Merci beaucoup. Si, alors Héloïse, elle a écrit quelque chose sur le chat, mais je pense qu'elle pourrait très bien poser cette question parce que c'est intéressant. Merci Marie-Joseph pour votre conférence. On parle de citoyenneté et moi je réfléchis sur les mauvaises habitudes sur l'Internet. Alors moi je suis prof des adolescents et toujours quand ils ont la possibilité quand ils sont anonymes, ils peuvent faire des choses qu'on n'aimerait pas, ils le font. Alors, je voudrais savoir si vous avez eu ces genres de problèmes avec vos étudiants. Je sais qu'ils sont des étudiants de l'université, mais si ça se passe. Vous avez déjà dit un petit peu pour Émilie, comme vous avez dit, pour le choix de la thématique, mais j'aimerais bien vous écouter parler un peu plus sur cela. C'est toujours une discussion qu'on a en amont. C'est de la citoyenneté, c'est comme un contrat didactique qui s'établit entre nous et nos apprenants. Tu sais, on commence en disant, c'est quoi? Moi, je fais
J'utilise une appli qui s'appelle Tricider, je le mettrai là, Tricider, qui permet finalement de donner son opinion. Donc, on commence sur « je fais des affirmations ». Être citoyen numérique, ça veut dire avoir de bonnes compétences avec les technologies. Et les étudiants vont se positionner. Et donc, on fait une espèce de maïeutique sur ce qu'est être citoyen et ce qu'est être citoyen numérique. Et puis ensuite, j'invite les apprenants à se développer un persona, donc à être quelqu'un sur Wikipédia. Moi, je suis Bonnekin. Et partout sur ces sites, je ne suis pas Marie-Josée Hamel, je suis quelqu'un qui reste anonyme, mais qui participe de manière respectueuse. Et donc, je pense que c'est important, cette construction de personnage qui nous permet de nous impliquer tout en sachant qu'on a des droits et des responsabilités, qu'il y a des conventions et qu'il faut savoir, il faut aller à leur découverte et savoir les respecter. Mais on ne pourra jamais contrôler, n'est-ce pas? Si on n'arrive pas à contrôler les présidents lorsqu'ils s'expriment sur les médias sociaux, comment va-t-on faire? Donc, et je pense qu'il faut prendre des exemples comme ça. Il faut prendre ces exemples aussi en témoin. Merci, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Si, c'était vraiment très, très intéressant. Et je vais en fait réagir à votre réponse à la question d'Émilie. Vous avez dit que vous modélisez ce que vous demandez comme production. Donc, c'est-à-dire que peu importe la production que vous demandez, vous la faites d'abord. Oui. Donc, peu importe la production. Oui. Ça, moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Mais vous savez pourquoi? Parce que ces tâches n'ont jamais la même finalité. Moi, sur Wikipédia, j'ai développé tout un article sur mon oncle qui est journaliste pour me pratiquer. J'ai pris Wikipédia parce que c'est le plus difficile, l'écriture la plus difficile. Mais puisque quand je modélise, je ne montre pas l'exemple que l'étudiant va faire puisque sa bio langagière n'est pas la mienne, n'est-ce pas? Et donc, ça va être inspirant, mais il ne va jamais copier ce que j'ai fait. Tu sais, il ne va jamais être dans ma langue et dans mes expériences. Et c'est là que ces tâches sont des tâches qui permettent vraiment la créativité. Sur les forums, je suis allée participer à des forums, il y a même des adolescents. Et donc, je suis un personnage et je vais interagir un peu comme si je suis un adolescent, moi aussi. Et puis, ce n'est pas de la fumisterie, c'est tout simplement pour aller à la rencontre de cette communauté et de voir comment ça se passe et de pouvoir partager ces expériences avec les étudiants. C'est très enrichissant, d'ailleurs. Marie-Josée, si j'ai bien compris, quand tu parles de modéliser, c'est modéliser dans le sens où tu fais l'activité avant et tout et tu montres, oui. Mais aussi modéliser quand tu lances l'activité, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Au lieu de montrer comment utiliser l'outil, déjà les mettre au travail en commençant, voilà. Avec des bonnes consignes quand même. Il faut quand même avoir scénarisé le processus pour être capable de le transformer dans des consignes qui vont permettre à l'apprenant de se sentir guidé dans cette latitude qu'il a finalement de participation. Puis il y a toutes sortes de niveaux de participation. Je ne demande pas nécessairement toujours de produire, mais on peut aussi observer. Et c'est une grande partie de la citoyenneté, celle d'être observateur ou d'aller chercher des informations. On n'est pas nécessairement obligé d'être en mode production. Donc, d'aller remarquer comment se font les choses, d'aller chercher des éléments linguistiques langagiers, des segments, de les ramener, d'en discuter et de les transférer dans d'autres contextes, par exemple. C'est un grand corpus, oui. L'Internet. C'est un grand corpus linguistique multimodal. Eliane, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Aléna. Oui. Marie-Josée, merci énormément de cette présentation, c'était super intéressant.
En fait, je me demandais un tout petit peu par rapport aux définitions d'une tâche sociale versus une tâche ancrée sur la vie réelle. Est-ce que parfois, en fait, les frontières ne sont pas floues un tout petit peu? Oui, les frontières sont floues, mais la tâche sociale, ben bon, d'abord, la tâche ancrée dans la vie réelle est une tâche sociale, tu sais, c'est une tâche socio-interactionnelle en soi. La tâche sociale, qui est celle de répétition, est une tâche où on fait comme en ligne à l'extérieur, donc, mais au sein du groupe classe, d'accord? Donc, quand on est dans un forum de discussion, dans une plateforme, chez nous, on utilise Brightspace ou WebCity ou Google Classroom, eh bien, on se trouve à être au sein d'une tâche sociale. Et donc, cette tâche-là est une tâche d'interaction au sein du groupe classe, en gros. Ça vous convainc un peu ou pas? Oui et non, mais je pense qu'en fait, c'est un tout petit peu flou quand même. Et c'est vrai que les tâches ancrées dans la vie réelle, c'est social. Déjà. Tout à fait. Ce sont des tâches socio-interactionnelles, mais l'enjeu, n'est-ce pas, est avec la société. L'enjeu est avec cette communauté-là où il y a des locuteurs de cette langue qui participent avec moi comme apprenant usager de la langue. Alors que dans cette tâche de répétition, c'est une tâche qui est sociale elle aussi, dans laquelle il y a des interactions. L'enjeu est un enjeu qui reste au sein du groupe classe. Et donc, il n'y a pas de participants de l'extérieur. C'est un peu ça la différence. D'accord, merci. Alors, je crois que vous n'avez plus de questions. Si nous avons encore du temps. Voilà une dernière petite question. Une dernière, sortir un peu du côté pratique, Marie-Joseph, mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que cette riche vague de distanciel que nous vivons maintenant, qui nous fait apprendre beaucoup, dans quelle mesure cette vague distancielle obligatoire, disons, mais quand même enrichissante, pourra-t-elle nuire l'enseignement présentiel à l'avenir? On voit que ça peut beaucoup enrichir, mais dans quelle mesure elle peut nuire vis-à-vis à la question d'investissement en éducation, une mentalité qui priorise plutôt le profit et pas l'éducation elle-même? Qui priorise, pardon, une mentalité qui priorise… Le profit. Oui, j'allais dire, c'est institutionnel, ce qui peut faire peur, justement, c'est qu'il y ait des décisions qui nous amènent à nous éloigner de la salle de classe, qui est un milieu absolument unique, cette salle de classe présentielle. Et donc, je pense qu'on va bouleverser un petit peu, je pense qu'on s'en va vraiment dans l'hybride. Je pense que ce que ça va amener, peut-être, c'est j'espère, le meilleur des deux mondes. Pour moi, le synchrone, la salle de classe est un endroit privilégié pour des apprentissages synchrones, mais on voit qu'en virtuel, moi, je suis là avec vous aujourd'hui. Et donc, on a l'occasion d'être avec des usagers de la langue qui ne seraient pas accessibles, non. Donc, il y aura un bouleversement, il va y avoir des changements. Au niveau des changements négatifs, oui, j'ai peur que nos salles de classe augmentent en nombre parce qu'elles peuvent le faire de façon virtuelle et donc qu'on nous impose, qu'on impose à nos enseignants qui sont moins à l'aise avec ce médium, donc de continuer à enseigner en ligne. Mais comme ça fait longtemps que je baigne dans cette potion magique qui est le numérique, je suis positiviste et je suis convaincue. Et donc, moi, je vois plus d'affordance que d'autres. Et donc, le côté négatif,
je pense qu'on peut toujours passer au travers. Donc, on a toujours des solutions de rechange, tu sais. C'est ça. Bon. Merci bien. Donc, merci beaucoup. Je vois que sur le chat, il y a vraiment beaucoup de remerciements. Marie-Josée, je pense que c'était vraiment une matinée très enrichissante pour tous. On a tous hâte voilà, de réfléchir au niveau théorique, mais aussi de mettre en pratique les beaux exemples que tu nous as présentés. Je vous rappelle que donc, en fin d'après-midi, on aura la conférence de Catherine Cos qui a été citée par Marie-Josée avec qui elle travaille. Donc, on pourra mettre après coup, on pourra mettre les deux, voilà, les deux conférences ensemble et réfléchir au point en commun ou pas. Et là, nous avons 1 heure pour déjeuner. Voilà, donc ça, c'est une chose qui est possible en ligne aussi. Ça si on était à l'USP, il faudrait minimum 1 heure. Moi, j'irais bien manger avec vous, là. Qu'est-ce que vous mangez? Braseo, oui, un bon café du Brésil, là. Voilà, si tu étais avec nous, c'est ça. Tu prendrais un café après. Les bons Sinon, cafés, je vais me contenter d'un Tim Horton. Si vous êtes Canadien, vous savez c'est quoi notre café. Voilà. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont manger du riz et des haricots. Voilà. Je sais qu'il y a Héloïse qui mentionne quelque chose ici sur le chat. Donc, je vous laisse, je ne sais pas si Catherine veut lire ici. Je ne vais pas vraiment donner la parole à ce moment parce que sinon, ça va trop tarder. Mais je laisse un dernier mot à Marie-Josée pendant qu'elle lit. Oui, merci pour cette question, Fabio, et cette discussion, ce commentaire dans le chat. Il ne faut pas oublier que, oui, il y a des inéquités sociales, des inéquités numériques, et je pense qu'il faut être sensible aux réalités des uns et des autres. En temps de pandémie, ces réalités sont d'autant plus mises à jour avec des jeunes qui n'ont pas accès au numérique, qui partagent un ordinateur pour 5 ou 4 enfants, dont les parents travaillent à la maison en même temps. Et ce sont les travaux de Simon Collin de l'UQAM, qui a une chaire canadienne, donc sur les inéquités numériques, il faut aller lire. Et ça fait partie de la réflexion sur la citoyenneté, cette réflexion sur l'égalité et l'iniquité. J'ai mis le nom de Simon Collin, si vous voulez chercher des choses sur lui. Voilà. Et merci beaucoup. Merci pour votre écoute à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, de belles journées enrichissantes. Et puis, bon courage aussi dans vos enseignements. Beaucoup d'empathie. On va se faire des hugs, hein?